Bonjour à tous pour cette nouvelle table ronde qui porte dont le titre est le retour des empires avec un point d'interrogation. Il semble que nous soyons tous un peu fourvoyés au franchissement du nouveau siècle. La chute du mur de Berlin, les exégèses de Francis Fukuyama dont on a parlé ce matin et la mondialisation nous ont privés sans doute de discernement concernant cette grande réorganisation qui peu à peu se dessine sous nos yeux avec ce revival des empires. D'aucuns, comme André Malraux, avaient prévu un XXIe siècle spirituel ou religieux. Il est bien advenu, avec la flambée islamiste, le rechargement spirituel aux États-Unis notamment, mais il n'explique pas tout et s'impose de plus en plus la mise à mal du multilatéralisme attaqué par ce retour des empires. Un concept, une évolution que nous allons essayer de cerner, de discuter, car il faut se garder de toute généralisation. On peut peut-être contester ce concept d'empire. Il n'est peut-être pas forcément adapté à tous les présumés empires dont nous allons parler. Avec nos trois invités, nous allons nous interroger sur le point de savoir si ces fameux empires répondent à un logiciel historique propre de chacun de ces pays. Quelles sont leurs caractéristiques? Est-ce qu'ils sont forcément autocratiques, conquérants? Est-ce qu'ils se marient ou non avec le capitalisme? Et puis la question de leur fragilité, leur rivalité interne. Et puis, pourquoi pas se poser la question de la possibilité pour l'Europe de devenir à son tour, à terme, un empire face à ces nouveaux empires. Pour discuter de ces questions, nous avons trois invités de premier plan. Nous devions en avoir quatre et j'excuse donc l'ancien ministre Pierre Lelouch qui a eu un empêchement et qui malheureusement ne peut pas être des nôtres. À ma droite, donc Vladimir Fedorovski, que l'on ne présente presque plus. Témoin direct des grands bouleversements à l'Est, vous avez été diplomate sous Gorbatchev et à ce titre promoteur de la perestroïka, puis porte-parole d'un des premiers partis démocrates russes, le mouvement des réformes démocratiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers internationaux, notamment votre roman de Saint-Pétersbourg, ou dernièrement ce Staline et Poutine, dialogue d'outre-tombe. Vous êtes actuellement l'écrivain d'origine russo-ukrainienne, le plus édité en France, et votre nouveau livre sort... Surtout Trump, Poutine et Ivan le Terrible, le dernier livre. Et futur livre d'Artagnan. Et votre livre sort dans quelques jours, au mois d'octobre, dont le titre est D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Autre participant à notre débat à votre droite, Myriam Benrad, vous êtes politiste de formation, spécialisée dans les relations et la négociation internationale, les études sur la paix et les conflits, ainsi que la géopolitique mondiale, avec un focus surtout sur le Moyen-Orient et les pays arabes. Vous êtes associée à plusieurs centres de recherche et vous avez travaillé comme experte de l'Union européenne et pour différents organismes internationaux. À votre côté, Guillaume Laganne, vous êtes agrégé d'histoire, énarque, spécialiste des questions de défense et des relations internationales. Vous intervenez à Sciences Po. Vous aussi, vous avez commis des bouquins, votre manuel Questions internationales. Et puis, vous venez de faire paraître au PUF un ouvrage qui s'intitule Géopolitique de l'Europe, crépuscule d'une puissance. Alors, je vous propose à chacun de vous trois de commencer par un petit propos de quelques minutes, 5 à 6 minutes, pour un petit peu présenter un axe qui vous tient à cœur sur cette thématique du retour des empires. On va commencer par Vladimir Fedorovski. À ma droite, vous estimez que nous vivons une période extraordinairement chaotique, dangereuse de notre histoire avec le duo Trump-Poutine. Et plus précisément vous concernant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous validez ce concept d'empire pour la Russie, que vous connaissez bien, ou est-ce qu'il est maladroit et non approprié? Est-ce que vous le contestez? J'aurais voulu aller dans votre sens et dire que ça m'aurait arrangé de vous dire qu'il y a le retour de l'Empire. Ce qui me plaît dans votre concept, c'est surtout le mot retour. Retour, pourquoi? Parce que pour l'Empire, vous savez, c'est une sorte de presque fatigue intellectuelle parce qu'on veut dire qu'on va refaire les choses. Le dernier empire, c'était une situation qu'on a connue après la fin de la guerre froide, quand il y avait une sorte de domination d'une seule puissance. C'était les États-Unis et il y avait quelque chose qui ressemble à l'empire universel. Il y avait une illusion à ce moment-là parce qu'on a pensé que ça peut durer. Évidemment, vous savez, je ne voudrais pas même commenter
Fukuyama parce que ça s'est révélé complètement faux. Ça ne correspond à rien. Après, le mot retour, en revanche, j'étais touché que vous avez choisi de la complicité avec Arnaud Benedetti, dit-on. Pareil, oui. Dit-on. Le mot retour, parce que le retour, en revanche, c'est évident. Et c'est pour ça que je fais franchement ce livre sur Trump, Poutine et Ivan le Terrible, et maintenant d'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Je pense qu'il y a une sorte de retour aux choses essentielles dans l'analyse. Et Ivan le Terrible, c'est un fondateur de la géopolitique russe. Il disait que la géopolitique, c'est au XVIe siècle, vous comprenez, il disait que ça se déterminait par la géographie, l'histoire, il parlait même du climat et la démographie. À peu près, c'était ça les éléments essentiels. Retour de la Russie éternelle. Sur ce plan-là, il y a deux personnages qui sont tout à fait déterminants pour l'analyse. Je ne vais pas développer ça, soyez tranquilles, parce que je n'ai pas le temps. Et c'est une opposition entre Ivan le Terrible, qui disait que finalement, il n'y a rien à faire avec l'Europe. Il a essayé de se marier avec même la reine d'Angleterre. Et puis, son message, je le cite texto, il n'y a rien à faire avec l'Europe, on doit s'orienter vers l'Asie. L'Europe aura toujours peur de la Russie. C'est trop grand pour elle. Et il y a Pierre le Grand, antithèse, ça c'est un retour à D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. C'est D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, un Français extraordinaire que vous ne connaissez pas, il s'appelait Armand de Lestock, qui était copain de Pierre le Grand, amant de Tsarine, de coup d'État, inventeur de Catherine II, mais dans cette affaire, c'est Pierre le Grand qui nous intéresse, qui était occidentaliste, opposition à ça. Il dit que la Russie est européenne. Deux visions complètement différentes. Ce qui me plaît dans votre proposition, le mot retour, et aussi, vous avez la gentillesse de mentionner que je considère qu'on vit pas un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'Europe et de l'humanité, mais le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe et de l'humanité, très différent, plus dangereux que la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, j'étais autrefois, dans ma longue carrière diplomatique aussi, spécialiste de contrôle des armes, il y avait des fusibles. Des fusibles, c'était une vingtaine. J'ai physiquement écrit une partie des 20 accords dans le domaine des armes. Je tiens à vous dire, aucun de ces accords n'existe aujourd'hui. C'est-à-dire, on a déchiré ça. Il y a le dernier accord dans le domaine des armes stratégiques qui se termine en février. Après, il n'y a plus de fusibles. Plus grave encore, que je crains qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je me souviens, pour revenir à un message d'Ivan le Terrible, une fois j'ai parlé avec Kissinger, il dit que ces gens-là, aux côtés de la plaque, il faut qu'ils relisent Tolstoï, Kissinger. Et il a regardé, il a dit non, Vladimir, il faut qu'ils lisent Tolstoï. Ils prennent des choses. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Je vais presque terminer parce qu'il faut tout le reste, vous pouvez lire et écouter. On y reviendra. Mais je tiens à souligner encore une fois quelque chose qui me perturbe. Vous savez, pendant la guerre froide, j'étais souvent diplomate pendant la guerre froide. Surtout, j'ai participé à beaucoup de conversations confidentielles et gestion de la crise. On était tout d'abord, il y a une différence de taille qui est de l'époque. À l'époque, on est comme aujourd'hui, on est au bord du gouffre, on regarde le gouffre, mais à l'époque de la guerre froide, on était absolument pointu. On analysait, mon général le sait, la situation à 1 millimètre près. On n'était pas du tout. Aujourd'hui, non seulement je constate ça avec mes amis, je parle à la télévision, je ne tique pas. Vous savez, dans l'approximation, à tel point que maintenant je ne tique pas même, je souris simplement.
Parce que vous savez, si un jour j'ai un ami, un aristocrate français qui est à la retraite, il pointe ce qu'il raconte et il a fait la liste de ce qu'ils ont raconté. Vous comprenez? On vit dans les choses très dangereuses, dans le monde virtuel. Je me souviens, j'étais à LCI beaucoup à l'époque, et pendant un mois, ils ont raconté que Poutine, il a 15 cancers. Un mois, 15 cancers, il va mourir. Mais il ne meurt pas. J'ai dit, pourquoi 15 cancers? Ils m'ont dit qu'ils ont vu qu'il y a un thérapeute qui était spécialiste dans sa jeunesse de cancer de lymphe et ils ont tiré des choses. Vous connaissez la célèbre phrase de M. le maire qu'il va mettre la Russie à genoux en 2 semaines. Je me suis dit, c'est quoi? On m'a dit qu'il n'a pas lu le papier, mais c'est non. Ils ont été le problème réel. La Russie isolée, vous connaissez la Chine, les BRICS, etc. On vivait, et ce n'est pas un problème qu'on a, que la propagande à mon époque, elle existait. On faisait la propagande. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mélange entre la propagande et la politique réelle. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux dans le contexte de ça. Je termine presque. La seule chose que je tiens à vous dire, où vous avez raison, qu'il y a une construction quand sous nos yeux, dans le cas, vous savez franchement, la thèse que la Russie, c'est l'Union soviétique, Poutine, c'est Hitler de temps moderne et de n'importe quoi, tout ça, c'est une facilité et la fatigue de l'esprit, ça ne correspond à rien. Oui, on ne peut pas physiquement, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un continuum entre Russie tsariste, Union soviétique? Je vais vous dire, vous avez raison sur un plan. Vous comprenez, Poutine, il était choisi par hasard, je ne vais pas vous raconter, tout fait lire comment il a fait réellement choisi, mais quand il était choisi, il se prend tout d'abord au sérieux. C'est un ordinateur, vous comprenez, il ne faut pas inventer Poutine, c'est pas du tout, c'est quelqu'un qui agit comme ça, et dans cet ordinateur, il y a un logiciel, la grandeur de la Russie, retour de la Russie dans le concert. Vous avez le mot, pourquoi le mot retour? Retour, c'est-à-dire c'est une continuité entre la Russie éternelle, depuis Ivan le Terrible, jusqu'en passant par Staline, jusqu'à aujourd'hui. Et les facteurs qui déterminent le destin des nations, quand ils ne sont pas dans l'idéologie, dans le genre, on va en parler de nos conservateurs américains ou les autres, etc., quand ils sont dans les choses précises, on revient à des thèses très simples, et ça se termine avec l'histoire, la géographie, le climat, les mentalités. D'où vient la nécessité, comme disait mon ami Kissinger, c'était pas de relire Tolstoï, mais lire Tolstoï pour la mentalité. Je termine. Merci. Guillaume Lagan, vous avez travaillé sur ces questions-là. L'Europe a porté des empires qui se sont tus, qui se sont achevés, l'Empire soviétique en 89. Quelle cartographie pouvez-vous nous dresser un petit peu de ces nouveaux empires? On parle de Chine, de Turquie, etc. Comment vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu une map monde un petit peu de ces empires? Oui, alors... Essayez de les caractériser. Oui, peut-être juste pour repartir sur la question que vous nous posiez au début, c'est-à-dire la notion d'empire. Moi, les deux idées que ça me procure, c'est d'abord, au sens strict, on peut dire qu'il n'existe plus d'empire. C'est-à-dire, quand on regarde la géopolitique européenne et la géopolitique mondiale, vous avez eu, il y a un siècle, une géopolitique qui était, de fait, dominée par les empires. C'est-à-dire, il y avait, on en parlait tout à l'heure avec... sur la Russie, il y avait l'empire tsariste. Je rappelle que le tsar, le mot tsar, ça vient de César, c'est-à-dire ça vient de l'empire romain. L'empire allemand, c'était le Kaiser, c'est aussi une évolution du mot César, c'était l'empire romain. Et puis vous aviez l'Autriche-Hongrie, vous aviez l'empire ottoman, vous aviez l'empire du Japon, et vous aviez des monarchies comme la monarchie britannique qui était à la tête d'un empire colonial. D'ailleurs, la reine Victoria, elle était impératrice des Indes, c'était une réalité. Il y avait des empereurs, il y avait des impératrices, il y avait des empires.
À cet égard, si vous voulez, en 1918-19, il y a un siècle, tous ces empires ont disparu. Au sens strict, il n'y a plus d'empire. En fait, le dernier empire qui reste, c'est l'empire japonais. Vous savez que c'est le nom officiel du Japon, l'empire du Japon. Donc, au sens strict, il n'y a plus d'empire. Maintenant, deuxième idée qui me vient, c'est que dans le siècle qui a suivi, on s'est mis à utiliser le mot empire de manière métaphorique. C'est-à-dire que ça n'était plus des empires, mais on considérait qu'un État qui avait une grande taille et qui avait une politique impérialiste de puissance, c'était un empire. Et là, c'est intéressant parce que du coup, c'est toute la question que vous posiez sur l'URSS. C'est-à-dire, est-ce que l'URSS, c'était l'Empire russe? Est-ce que c'était la continuité de la Russie tsariste? Ou bien c'était autre chose? Et vous savez qu'on l'a aussi beaucoup dit dans les années 50, 60, 70. Il y avait beaucoup de critiques contre ce qu'on appelait l'Empire américain. D'ailleurs, toute la politique soviétique, c'était une politique qui se voulait anti-impérialiste, en disant que l'impérialisme occidental, c'est eux qui ont l'empire, parce que derrière l'empire, c'est-à-dire la puissance, la volonté de dominer, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un retour des empires? Oui, dans le sens où ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de puissances, et parmi ces puissances, des très grandes puissances au sens géographique, la Russie, ça reste le plus grand État du monde, elles ont une politique d'expansion territoriale. Bon, on pourrait discuter de ce qu'est la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine, si on la résume, c'est la conquête de l'Ukraine par la Russie. Et donc, dans ce sens-là, la Russie renoue avec ce qui était une politique impérialiste. Et là, oui, pardon, Philippe. L'expansion territoriale. C'est l'expansion territoriale qui, à mon avis, est un peu un des critères, si vous voulez, le côté impérial. Et on pourrait dire la même chose avec les ambitions territoriales de la Chine en mer de Chine sur Taïwan. Et là, et c'est là qu'il y a quand même une petite nouveauté, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir des puissances occidentales, enfin en tout cas les États-Unis, évoluer. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait eu l'impérialisme américain, enfin en tout cas c'est mon analyse, c'est très largement une analyse polémique. C'est-à-dire qu'on disait les États-Unis sont une puissance qui veut s'étendre, qui veut dominer. Bon, en réalité, on peut quand même plaider exactement le contraire. Si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui ont permis la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Or, les Américains sont sortis de la Seconde Guerre mondiale sans aucune conquête territoriale. La Russie, elle s'est déplacée de 200 km vers l'est, elle a absorbé la Biélorussie, une partie de la Pologne, etc., les pays baltes. Les États-Unis, qui auraient eu, si vous voulez, les États-Unis en 1945, s'ils l'avaient voulu, la Bretagne aurait pu devenir une province américaine. On n'avait aucun moyen d'y résister. Les États-Unis ne se sont pas accrus sur le plan territorial. Et là, c'est là qu'il y a quand même une nouveauté. Il y a d'autres critères de l'Empire, la puissance économique, non? Oui, mais même la puissance économique, ça c'est peut-être mon côté trumpiste, c'est que, objectivement, les Américains ont quand même mis beaucoup plus d'argent dans cette affaire qu'ils n'en ont retiré. C'est-à-dire que le fait de maintenir en Europe des centaines de milliers de soldats, c'était un coût pour les États-Unis. Et donc, si vous voulez, en relations internationales, on appelle ça... enfin, peu importe le nom qu'on leur donne, mais c'est l'idée selon laquelle, à un moment donné, vous avez un État qui va avoir une action bénéfique au bénéfice de tous. Je le dis, c'est Kindleberger, c'est le système de Kindleberger. Et c'est vrai qu'on peut analyser l'action des États-Unis en Europe comme relativement bénéfique. C'est-à-dire qu'ils ont assuré la garantie de sécurité de l'Europe pendant des décennies. Ils ont permis, quoi qu'on en dise, à l'Europe de développer un généreux système social sans avoir à assumer voilà, notamment le coût de la défense. Donc, je termine là-dessus. Ce qu'il y a de nouveau avec Trump, c'est que d'une part, il nous dit « Bon, ben, moi, je voudrais en avoir pour mon argent, c'est-à-dire que j'en ai assez d'être généreux, je veux retrouver une certaine forme de bénéfice à la participation aux affaires du monde. » Et ça, c'est quand même pour moi une grande nouveauté, même si on va voir si ça va être mis en place. Il a, pour la première fois depuis plus d'un siècle, un discours d'expansion territoriale. Ce qu'il nous dit sur le Danemark avec le Groenland, ce qu'il nous dit sur le Canada, c'est vraiment une nouveauté. Et là, pour le coup, c'est une rupture avec ce qu'a été la politique des États-Unis, je le répète, depuis au moins un siècle. C'est-à-dire qu'ils ont fait des guerres, mais ils n'en ont pas tiré un bénéfice économique, territorial évident. Là, Trump a plutôt l'intention de l'avoir. On verra si ça va se produire. Mais dans ce sens-là, pour répondre à votre question, il y a bien un retour des empires, en tout cas il y a un retour de la mentalité impérialiste. Vous diriez qu'il y a des bons empires et des vilains empires. On a l'impression que jusqu'à cette rupture récente, il y avait un bon empire, peut-être américain, de ce que vous avez l'air de dire. Est-ce qu'il y a des bons empires et des vilains empires? Alors, ça c'est une question qui est
très, très profonde, parce que si je reviens sur l'histoire de l'Europe, on peut considérer qu'une des apogées de l'Europe, ça a été la fin du 19e siècle, et un des malheurs de l'Europe, ça a été la division des empires, alors notamment l'Autriche-Hongrie, qui a créé des petits États nationaux avec toutes sortes de minorités et qui a déclenché ensuite la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ce sens-là, l'existence d'un empire, ça peut avoir un effet bénéfique. Et après, il y a la politique de l'empire lui-même. Oui, lorsque l'empire a une politique de stabilisation de son environnement et lorsqu'il a une politique qui n'est pas trop impérialiste, ce qui n'est pas évident pour un empire, ben oui, il peut avoir une contribution positive au système international. Myriam Benrat, vous vous inquiétez de la violence du conflit qui se répand partout et vous proposez le mot de décivilisation qui règne un petit peu partout dans ce contexte de montée des empires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme et votre approche par rapport à ce que nous avons déjà entendu? Oui, alors merci. Alors je vais peut-être d'ailleurs me centrer davantage sur le Moyen-Orient qui est ma zone de spécialisation, parce que c'est vrai que évidemment dans les derniers temps, on a beaucoup entendu parler de ce concept de décivilisation. On a aussi entendu beaucoup la notion de barbarie, puisqu'on est entré dans une énième séquence d'extrême violence au Moyen-Orient, avec la relance bien sûr du conflit israélo-palestinien à travers le 7 octobre et la guerre de Gaza, mais qui fait cette séquence qui fait elle-même suite à une séquence de grande violence qui, je vous le rappelle, correspond aux années de la guerre internationale qui a été livrée au groupe État islamique, donc un peu plus à l'est, en Syrie, en Irak, et qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas pleinement refermée. Et puis on pourrait faire une longue chronologie des crises qui ont bien sûr déchiré le Moyen-Orient au cours des dernières décennies, mais avec cette impression, enfin c'était très clair pour moi, d'une montée en puissance de la violence au point d'évoquer le concept, le terme de décivilisation de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui le Moyen-Orient est hors de la civilisation du fait de ces massacres, de ces tueries qui s'y multiplient en devenant finalement pratiquement la nouvelle norme? Donc j'aimerais dire en effet quelques mots sur le sujet. Alors tout d'abord peut-être une remarque. Si l'on définit la décivilisation comme l'érosion des institutions, l'érosion de la citoyenneté, une certaine forme d'effondrement des sociétés sur fond bien sûr de reflux des identités ethniques, religieuses, communautaires au sens plus large, ça n'est pas quelque chose de neuf. Donc on a en effet un effet décivilisateur à travers ces crises que je viens d'évoquer et d'autres, parce qu'on pourrait remonter plus loin. Je suis moi-même spécialiste de l'Irak, et cette décivilisation, si on prend le cas spécifique de l'Irak, dont on parle moins aujourd'hui, elle commence en fait très clairement avec la guerre contre l'Iran dans les années 80. Elle va se prolonger avec la guerre du Golfe, s'aggraver encore du temps de l'embargo des sanctions lorsque l'Irak se referme, et puis ensuite on a ce déchaînement de violence après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Si on reprend la chronologie du conflit israélo-arabe, on a aussi cet effet finalement de gradation vers une violence de plus en plus grave. Donc oui, il me semblait intéressant de réfléchir sur le sujet, et puis surtout d'essayer d'articuler la question du retour de l'Empire à cette idée de décivilisation. Parce que je pense que cette décivilisation, alors j'ai donné quelques caractéristiques, mais ça fait l'objet bien sûr d'élaborations théoriques, conceptuelles plus riches. Je pense qu'elle est quand même très liée à ces poussées impériales qui, elles, très clairement, alors qu'elles soient des poussées impériales venant d'anciens empires, hein, parce que je suis assez d'accord avec vous, ce n'est pas la réincarnation des empires comme on les a connus dans l'Antiquité. Ça n'est pas la réincarnation de l'Empire ottoman. Hein, si on parle par exemple de la politique qui est celle de Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui on parle beaucoup de néo-ottomanisme. Sans doute, mais le néo-ottomanisme n'est pas la réincarnation parfaite de ce qu'a été l'Empire ottoman. Mais ce qui est intéressant, alors c'est vrai que le cas turc me semble assez emblématique, c'est de voir que ces poussées impériales aussi se déploient en réaction à ce phénomène de décivilisation. Donc très clairement aujourd'hui, j'ai mentionné la zone syro-irakienne. Prenons le cas de la Syrie. Dans cette nouvelle séquence qui s'est ouverte avec le renversement de Bachar el-Assad, on voit deux acteurs qui ont pris le relais finalement de l'ancien régime sur fond de transition politique,
que sont Israël et la Turquie, de nouveau. Donc la Turquie au nord qui a l'ambition d'imposer un protectorat de longue durée, qui a des ambitions plus larges dans tout le Moyen-Orient, puisque c'est l'ancienne puissance impériale, l'ancien empire ottoman. Et puis Israël aussi, qui a été finalement, c'est très intéressant, au moment où on discute de l'état de la politique israélienne et de la société israélienne, Israël qui a été rattrapé finalement lui-même par cette poussée impériale, avec aujourd'hui cette immixtion dans les affaires syriennes et l'imposition d'une forme de protectorat aussi sur un certain nombre de populations du sud de la Syrie. Mais tout ça pour dire quoi ? Ces poussées impériales, alors on pourrait parler de la stratégie qui a été celle de l'Iran avant que cet axe de la résistance soit brisé, parce que on a beaucoup évoqué les mandataires de l'Iran, mais les mandataires de l'Iran répondaient, à travers tout le Moyen-Orient, répondaient aussi d'une hégémonie, d'une stratégie d'hégémonie de type impérial, alors qui est aujourd'hui remise en cause, bien sûr. Mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'il n'y a aujourd'hui plus vraiment d'État-nation en place au Moyen-Orient. Cet État-nation issu de la fin notamment donc des 2 mandats britanniques et français, si on prend le cas du Moyen-Orient, et bien sûr avant cela de l'effondrement de l'Empire ottoman. Cet État-nation qu'on a souvent présenté comme fragile, aujourd'hui dans certains cas il n'existe quasiment plus. Si on prend aussi en compte l'extrême fragmentation de ces entités sociétales, politiques, alors qui sont encore des constructions qui font sens. Il y a des États-nations qui résistent dans la zone, la Jordanie, l'Égypte, enfin qui ont l'air très homogènes, enfin qui ont l'air relativement homogènes, non ? Oui, qui ont l'air, parce que c'est aussi, alors si vous voulez, on a ces États-nations qui continuent d'exister au sein de leurs frontières internationalement reconnues, donc la Syrie, l'Irak, etc. Des États qui n'ont pas été frappés par la guerre civile notamment, par des phénomènes, comme je l'ai dit, de grande fragmentation sociétale, communautaire, mais qui sont aussi agités. Vous parlez de la Jordanie est quand même très préoccupée par les répercussions on en parle de la peu, crise. c'est pour ça que c'est intéressant de vous On n'en entendre. parle pas, mais elle est très préoccupée par les répercussions potentielles qu'un transfert des Palestiniens vers son territoire signifierait. On est en plein dans ces questions actuellement. Et puis peut-être un mot des pays du Golfe. Les pays du Golfe aussi qui renvoient finalement une image aujourd'hui très moderne, très technologique, qui rompt un peu avec le reste de la région, mais des États qui eux-mêmes restent très fragiles du point de vue encore une fois, des constructions, de la manière dont ils se sont construits, et puis des sociétés, sans compter, je vais peut-être dire quand même un mot, sur le décalage de plus en plus grand entre les élites au pouvoir, qui, elles, peuvent trouver un intérêt à ces stratégies impériales, comme je l'ai mentionné, que ces stratégies émanent des pouvoirs en place ou d'alliés extérieurs. On a parlé de la Russie, de la Chine, qui deviennent des alliés de fait de stratégies impériales sur le plan régional, mais qui, pour autant, sont en porte-à-faux avec des jeunesses, notamment de jeunes générations qui ont d'autres aspirations. Je retiens que vous parlez, oui, de poussée impériale et que donc c'est un système qui est très chahuté et pas du tout stabilisé. Et qu'on peut imaginer qu'il y a une poussée impériale qui s'atténue et d'autres qui flambent. Guillaume Lagan, vous voulez préciser ou ajouter quelque chose ? Non, c'est en écoutant Myriam m'a rappelé l'héritage de l'Empire ottoman. Je pense que s'agissant du Proche-Orient, c'est intéressant de voir que c'est un ensemble qui a été dominé par l'Empire ottoman, dont je rappelle quand même qu'au XIXe siècle, en tout cas nominalement, il allait du Maroc jusqu'à l'Irak. Donc c'était un très vaste ensemble politique qui a été fragmenté après la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que je voulais réagir sur l'idée d'État-nation, parce que l'État-nation, c'est un concept d'origine européenne qui a justement été à l'origine de la fin des empires, c'est-à-dire c'était l'idée, née de la Révolution française, qu'une nation souveraine devait avoir un État. Et donc, vous savez, au XIXe siècle, vous avez toutes sortes de peuples qui ne se connaissaient pas jusqu'ici, les Slovènes, les Slovaques, qui redécouvrent leur littérature et qui, de la littérature, passent à la politique et disent « nous, on veut avoir notre État ». Et dans le cas du Proche-Orient, ce qui est intéressant, c'est que cette solution nationale, elle était très difficile à appliquer à une région où les minorités et les populations étaient extrêmement mêlées. Et du coup, le découpage qui a été fait de l'Empire ottoman en 1918, donc vous savez, ce sont les fameux accords Sykes-Picot. Sykes était un colonel
enfin un diplomate anglais. Monsieur Picot était un colonel de l'armée française. Donc c'était l'époque où un colonel de l'armée française pouvait redessiner la carte du Moyen-Orient avec un crayon. C'est ce qu'il a fait. Et on est arrivé à la carte actuelle qu'on connaît. Et tous les États qu'on a cités, la Syrie, la Jordanie, le Liban, ce ne sont pas des États-nations. Le Jordanien n'existe pas, si vous voulez. Ce sont des populations qui ont été agglomérées. Donc dans le cas, par exemple, de la Jordanie, puisque vous en parliez, c'est une monarchie qui s'appuie sur une partie de la population, qui est la population bédouine. Mais vous le savez, la majorité des habitants de la Jordanie aujourd'hui sont des personnes d'origine palestinienne qui n'ont pas la citoyenneté. Et donc, si vous voulez, le concept d'État-nation est difficile à appliquer. Ce sont des citoyens jordaniens, mais pas exactement des nationaux au sens où nous l'entendons en Europe. D'où la grande instabilité de ces pays. Vous avez cité le cas de la Syrie. Au fond, les deux seuls États dans la région qui peuvent prétendre, ou 3 États qui peuvent prétendre à une forme d'État-nationalité, ce sont la Turquie, parce qu'en la Turquie, malgré les minorités kurdes, il y a une forte majorité de Turcs. C'est bien sûr Israël, avec la minorité arabe, et puis peut-être un peu l'Iran, qui est dominé par les Perses, même si là aussi vous avez d'importantes minorités. On a la chance de vous avoir, Vladimir Fedorovski. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? Continuez à le dire. Continuez. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la vraie situation de la Russie, des forces de la Russie? Tantôt on dit que la Russie, elle va résister peut-être 10 ans et qu'elle est puissante, y compris dans son conflit avec l'Ukraine, etc. Et de l'autre, on nous dit que l'économie s'effondre, et que tout va mal et que ça peut s'effondrer et qu'elle repose beaucoup sur l'aide de la Corée du Nord et d'autres pays. Quid de la situation actuelle des forces de la Russie? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il faut distinguer deux choses. Encore une fois, je vous ai parlé de danger de mélanger la propagande et l'analyse. Nous vivons maintenant la guerre. À mon sens, la guerre très dangereuse et on va vers l'escalade plutôt tous azimuts si on s'arrête sur la rue, sur la route. Comme c'est la guerre, pendant la guerre, il y a forcément beaucoup de propagande. Et la propagande nous piège souvent les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que depuis 30 ans, tout ce qui concerne ces thèmes-là ont été bien structurés par le discours qui venait d'un milieu, je les connais très bien, ces gens-là, d'un milieu néoconservateur américain qui donnait les éléments de langage dans ces choses-là. Les éléments de langage, vous les répercutez dans la réalité en partie, parce que l'élément de langage, on m'a montré ça, on donne ça sur beaucoup de fois, mais sinon vous pouvez lire ça. Il y a 2 documents que je vous conseille de lire. Il y a le document de 2019, c'est Rand Corporation qui a fait quelque chose de structuré qui se passait avec les éléments que vous évoquez. Et puis, il y a une publication absolument extraordinaire. La CIA maintenant a une sorte de porte-parole, c'est New York Times, et la CIA a passé un article absolument extraordinaire de 6 pages en décembre dernier. Je n'ai jamais vu ça, franchement, dans ma longue vie, où il se répercutait. Quels qui sont les éléments? Vous avez évoqué ça, que Poutine, il y aura un changement de situation en Russie. Il appelle ça régime changing, que la Russie est au bord de la révolte, que Poutine, il va mourir, que l'économie russe, elle va s'effondrer, que c'est juste quelque chose qui ne peut pas durer, que c'était basé sur le gaz et le pétrole, les hydrocarbures, que la Russie est isolée, etc., que l'armée russe sont des voleurs et ça ne vaut rien du tout, etc., etc. Ça, on a raconté, ça, c'est un danger, pour être franc, ces thèses-là qui se sont révélées complètement faux. Quelles sont les vraies je vais vous raconter la vraie situation, mais vous savez, je tiens à vous dire que mon discours, pour que vous compreniez, c'est un discours de quelqu'un qui ne roule pour personne, d'une part, et d'autre part, vous savez, je fais l'abstraction de mon sentiment personnel
je suis d'origine à la fois russe et ukrainien, et surtout que j'appartiens à cette période de Gorbatchev que vous avez eu la gentillesse de mentionner, qui est complètement diabolisée, alors en Russie notamment. Et je ne tiens pas, je m'oublie, je vous donne les éléments. Alors quels sont les éléments? La première thèse que prenons cet article de New York Times, sinon la CIA donne l'analyse, on dit que Poutine était de plus en plus fragilisé, etc. Ça ne correspond à rien. Le dernier chiffre de la CIA, c'est 80% en faveur de Poutine. Il y a la majorité de la population qui se prononce pour la sortie de la guerre diplomatique, mais néanmoins, c'est ça le chiffre de la CIA. Ça, c'est le premier chiffre. Régime changing, ça ne correspond à rien. Il y a dans votre question quelque chose de tout à fait... Attendez. Si vous me permettez, on est dans le pays libre. Je vais raconter, aller jusqu'au bout de ça. Ça, c'est la première thèse. Deuxième thèse que l'économie russe s'effondre. Mais encore une fois, vous reprenez la thèse des néoconservateurs américains depuis longtemps, et maintenant Trump, avec son côté tordu, il voulait se dégager de l'Ukraine, et il a dit la Russie est comme un tigre. Il n'a pas dit que c'est un tigre en papier, mais c'est un truc que c'est les Russes sont nuls. Mais depuis 3 ans, il raconte que la Russie est terminée, que l'Ukraine va gagner la guerre, que ce sera l'offensive, etc. Ça ne correspondait à rien. Ça ne s'oppose pas comme ça. Ils ont leurs problèmes, mais c'est simplement, objectivement, ça ne correspond à rien. Les Russes avancent, tout est vu dans l'espace, etc. Je voudrais pas reprendre les thèses, je ne sais pas, d'un grand scientifique, des grands scientifiques ou de Kissinger, que l'affaire est pliée, mais je dis, c'est pas du tout plié, je ne dis pas que c'est plié d'avance, mais quand même, c'est une chose objective. Ça ne correspond à rien. Je prends encore une fois les thèses de commandant en chef ukrainien. Il dit que les Russes sont supérieurs sur le front 1-3, souvent 1-6, qu'il y a les forces essentielles ne sont pas entrées en guerre, il y a le danger de percer russe vers le Odessa. Je parle de Sierski. Voilà la situation. Mais vous savez, je vais vous dire, tout ça, c'est connu. Il ne faut pas reprendre les thèses propagandistes qui sont bien pour enfumer les gens. Mais c'est une chose qui est vue dans l'espace. Je peux vous donner des dizaines de spécialistes de tout premier champ qui ne roulent ni pas en moteur de Poutine, etc. La Russie isolée, troisième thèse de ça. Mais vous avez vu ce qui se passait avec BRICS ou dernièrement avec ces accords qui ont été étouffés par les propagandistes, notamment cet accord qui change complètement la donne énergétique, puisque la Russie oublie énergétiquement l'Europe et elle va s'orienter vers l'Asie, selon le message de Pierre Legrand. Je peux vous continuer la liste de la situation, d'où vient le danger, mais je suis prêt à vous dire une chose. Je suis prêt à entrer dans la logique, disons, que vous évoquez, que les Russes vont s'effondrer, qu'ils sont nuls, qu'on m'a raconté beaucoup qu'ils sont isolés, que c'est la Corée du Nord, etc., toutes les bêtises qu'on vous raconte. Mais dans ce cas-là, je tiens à vous dire une chose. Moi, j'étais, à la différence des gens qui propagent ce test, au Kremlin. Et comme j'étais au Kremlin, je tiens à vous prévenir d'une chose. J'ai fait 6 livres sur Poutine. J'étais critique de Poutine avant vous tous. Vous comprenez? Je vais vous dire, je connais la bête mieux que vous. Je tiens à vous dire, s'il est dos au mur, si demain, comme on promet, l'Ukraine prenne le Kremlin, on dit encore hier qu'ils ont l'ambition de prendre le Kremlin, frapper le Kremlin, etc. Je vous préviens d'une chose, je suis absolument certain, ils ont 6000 têtes, 6500 toutes nucléaires. J'étais au Kremlin, je vous garantis qu'il va s'en servir. Vous ne connaissez pas, mais les gens spécialistes, ils savent que sur le champ européen, dans le domaine des armes tactiques nucléaires, ils ont supériorité 1 à 10 à l'Occident. Ils ont une difficulté
plus sur les armes conventionnelles, mais ils ont la même doctrine aujourd'hui, je vous dis ça. Et ça, c'est, encore une fois, les analystes militaires le savent. C'est exactement comme l'OTAN autrefois, quand les soviétiques ont eu les supériorités de chars, l'Occident, il a dit on va utiliser les armes tactiques nucléaires face à ça. C'est une chose évidente. Et c'est pour ça, quand on est aujourd'hui où il y a le danger était dans votre question, dans la réalité. Si on prend ce désir pour les réalités, si on vit dans le monde d'illusion, c'est quelque chose qui est hyper dangereux dans le contexte où on peut virer, pas demain, mais dans les jours qui viennent, vers l'escalade tous azimuts. Et je termine avec ma longue litanie, mais c'était juste pour vous donner les éléments de réflexion. Mais que faites-vous d'une économie qui est devenue quand même objectivement un peu hémiplégique, qui est axée sur le militaire? Le reste de l'économie semble un peu en difficulté. C'est une thèse que vous reprenez. C'est une thèse. Je tiens à vous dire, le cliquet, il y a un spécialiste qui est un tout petit peu très très pointueux, mais simplement, comme il dit la vérité, il perturbe les gens. Jacques Sapir, il s'appelle. C'est une économie, c'est pas une économie de guerre, mon cher. Vous savez, l'économie de guerre, c'est un danger qui nous guette. Parce que s'il y a l'économie de guerre, il y a l'évolution que vous suggérez avec beaucoup d'audace, c'est l'évolution vers la Corée du Nord, fixation, le retour vers les choses, c'est-à-dire raidissement encore pire que ça. Et le danger est là, le danger, je ne me cache pas, parce que vous savez, vous ne savez pas, mais la Russie, l'armée aujourd'hui a les exigences beaucoup plus radicales. L'armée pense que l'affaire est pliée, que si Poutine continue à mener les négociations, les hauts et les bas avec Trump, c'est très dangereux, qu'il faut aller vers Odessa, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? C'est très difficile à dire comment l'Occident va réagir. L'Occident ne peut pas accepter la reconnaissance de sa défaite en Ukraine. Et d'où vient? Mais est-ce que l'Europe, elle peut agir seule? Trump se dégage, il va refiler le bébé dans l'Europe, il pense à ses sous. Tout ça, c'est les vraies questions qu'il faut... Vous décrivez une situation très critique, très dangereuse. Je ne vous cache pas, quand franchement, comme j'ai connu beaucoup de situations, j'ai géré plusieurs crises internationales, notamment autrefois avec Kissinger pour la guerre de Kippour, je tiens à vous dire une chose. Ça, c'est une chose, j'ai jamais vu la situation si dangereuse comme aujourd'hui. Jamais dans ma longue carrière diplomatique. Okay. Dans la carrière diplomatique. Et il y a encore une chose sur laquelle, et je termine et je m'éclipse. Non, pas pour longtemps. Non, je m'éclipse sérieusement. Parce que vous savez, je vais vous dire, quand je suis désespéré, c'est un conseil pour ces gens-là qui vous racontent ces histoires que vous répétez. Je tiens à vous dire, vous savez, quand je suis désespéré, je me fais écouter quelqu'un qui, à la différence des autres d'aujourd'hui, il a participé à la guerre. Il y a un grand danger que les décideurs, autrefois, ils connaissaient la guerre. Pourquoi j'aime beaucoup parler avec les grands militaires? Parce qu'ils connaissent ça. Paradoxalement, les militaires, ils sont devenus plus diplomates que nous. Les va-t-en-guerre, c'est plutôt les philosophes, comment on les appelle, je ne sais pas. Mais enfin, bref, ça, c'est les choses comme ça. Et vous comprenez, je fais écouter, je vous conseille, il y a un grand président, Kennedy, au pire moment de la crise de Cuba. Il ne dormait pas. Il s'installait une petite, vous savez, d'ailleurs, de Kremlin, il ne dormait pas non plus. C'était les lits de campement, le camp. Il a installé. Et le matin, il prononce son discours extraordinaire. Il a dit, et je le répète aujourd'hui avec beaucoup de gravité, dans la future guerre qui nous attend, il n'y aura pas ni vainqueur, ni vaincu. Ni vainqueur, ni vaincu. Okay. Je m'éclipse. Guillaume Lagan, est-ce que vous partagez cette anxiété sur ce conflit-là et cette avancée de cet empire et peut-être ses difficultés russes? Est-ce que je partage cette anxiété? Je pense que toute personne raisonnable doit s'inquiéter de la situation qui est la nôtre depuis 2022. C'est évident que c'est la première fois dans l'histoire récente qu'une puissance nucléaire, donc la Russie,
est en guerre conventionnelle contre un de ses voisins. Ça ne s'est jamais produit. Donc évidemment qu'il y a une inquiétude, et évidemment qu'en tant qu'Européens, c'est quelque chose de complètement nouveau, puisque avec la fin de la guerre froide, et même pendant la guerre froide, on n'a pas vraiment connu ce type de conflit. On a connu des conflits dans l'ex-Yougoslavie, rappelez-vous, il y a une trentaine d'années, mais c'était des petites nations qui s'affrontaient. Il n'y avait pas cet aspect nucléaire, cette grande puissance russe impliquée. Après, je suis un peu gêné pour vous répondre, parce que si on dit la Russie est faible, c'est vrai que vous avez rappelé les déclarations de M. Le Maire, les déclarations. Au fond, on se dit si la Russie est faible, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La guerre, elle va d'elle-même se régler. Donc, au fond, restons. Si on dit la Russie est forte, ben, il y a un autre travers. C'est que si on dit la Russie est forte, et c'est vrai que c'est le plus grand État du monde, ils ont des milliers de têtes nucléaires, ils ont une armée très importante, ben, au fond, les jeux sont faits, il n'y a pas non plus raison de se battre. Et donc, je suis un petit peu gêné parce que, à la fois, je partage tout à fait ce qui a été dit sur le fait que les Russes sont sérieux. Enfin, ils n'ont pas déclenché cette guerre pour rien. C'est évident que M. Poutine et la société russe, dans son ensemble, semblent assez engagés dans ce conflit. Je rappelle quand même que vous parliez beaucoup d'analystes. Selon les analystes, il y aurait à peu près 1 millier de soldats russes qui, chaque jour, c'est-à-dire ce soir, là, samedi soir, il y aura 1 millier de Russes qui seront soit morts, soit blessés. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Ça veut dire que ce sont des... Excusez-moi, juste, oui. D'où vous donnez les sources sans inscription? Vous citez qui exactement? Enfin, ce sont des sources militaires qui sont à peu près... Mais je vais vous faire plaisir. Je vais vous faire, non, je vais vous faire plaisir. Je vais vous faire plaisir. Vous savez, chaque jour, et ce soir, samedi soir, il y aura à peu près 1 millier de soldats ukrainiens qui seront morts ou blessés. Donc je ne suis pas en train de dire que la Russie est en train de perdre. Enfin, au contraire, c'est un État beaucoup plus grand, 5 fois plus peuplé que l'Ukraine, peut-être même un peu plus parce qu'il y a pas mal d'Ukrainiens qui sont partis. Donc objectivement, s'ils meurent jusqu'au dernier, ben, il y aura toujours plus de Russes que d'Ukrainiens. Maintenant, la réalité du conflit, c'est 2 choses. C'est que la Russie, elle est tactiquement en train de gagner. On le voit tous les jours. Quand on suit le conflit jour par jour, on voit qu'elle conquiert 1, 2, 3 villages de l'Ukraine chaque jour qui passe. Elle le fait, comme je l'ai dit, avec un grand coût humain et financier et en termes d'équipement. Maintenant, la réalité, c'est que cette Russie, qui est une des plus grandes puissances militaires mondiales, ça fait quand même 3 ans qu'elle essaie de conquérir ce petit État ukrainien et elle n'y arrive pas. C'est stupéfiant, si vous voulez. Honnêtement, là, je fais le parallèle avec ce qu'on disait, rappelez-vous, sur les États-Unis. Les États-Unis ont écrasé l'Irak en 2003 en quelques semaines. Si vous voulez, les armées occidentales, quand elles s'engagent dans des guerres conventionnelles, elles ont fait preuve d'une beaucoup plus grande efficacité. Et donc, la deuxième caractéristique, c'est que la Russie n'y arrivant pas, c'est vrai qu'elle a constamment, et cette guerre, c'est très intéressant. Vous avez raison de dire qu'il y a peut-être un risque de guerre nucléaire, mais en même temps, moi, ce que j'observe, c'est que par rapport à la crise de Cuba, qui a été une espèce d'apogée, là, ça fait 3 ans qu'on est à l'apogée. C'est-à-dire que tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, la Russie nous rappelle, par le biais de M. Poutine ou d'un de ses lieutenants, qu'elle peut nous nucléariser, elle peut nous détruire, etc. Et du reste, ça a marché. Parce que la raison fondamentale pour laquelle les Occidentaux n'ont pas aidé l'Ukraine comme ils auraient pu le faire, c'est qu'on a très peur, et avec raison, d'une guerre avec la Russie. Maintenant, cette guerre nucléaire est-elle nécessairement voulue par les Russes? Moi, je ne crois pas. Je crois que là où M. Poutine a parfaitement raison, c'est quand il dit qu'il ne veut pas de la guerre avec l'OTAN. Non, il ne veut pas de la guerre avec l'OTAN, parce que si nous étions engagés, pas dans une guerre nucléaire, parce qu'une guerre nucléaire, ça n'est pas une guerre, c'est une guerre où chacun meurt. Mais si nous étions engagés dans une guerre de nature conventionnelle avec la Russie, et si l'OTAN avait les États-Unis avec eux, je ne suis pas sûr que la Russie serait en capacité de gagner cette guerre. Mais je ne souhaite pas que ce soit un scénario qui arrive, mais c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, quand vous regardez, depuis le début du conflit, toutes les menaces qui ont été proférées par la Russie, et avec raison, je veux dire, on a quand même donné des armes pour que des soldats russes soient tués en Ukraine, mais la Russie ne s'est jamais aventurée jusqu'à frapper un pays de l'OTAN, déclencher l'article 5. Maintenant, pour revenir sur l'actualité, on voit bien que c'est un terrain extrêmement glissant. Ce qui se passe aujourd'hui avec les drones, c'est très ennuyeux. Parce que cette affaire de drones, c'est quand même l'espace aérien de l'OTAN qui est régulièrement violé, sans pour l'instant que nous réagissions. Et nous avons raison de réagir avec prudence, parce qu'évidemment, on ne veut pas un conflit. Mais en même temps, on ne veut pas non plus que cet espace aérien soit impunément violé. Donc on est dans une situation qui est extrêmement, extrêmement difficile à suivre, qui est très grave. Donc oui, je suis bien sûr anxieux, comme tout le monde. Mais en même temps, moi, contrairement à vous,
j'ai vraiment du mal à y voir clair. Je trouve que le brouillard de la guerre est très très grand. On ne sait pas très bien quels sont... La Russie est-elle le plus grand État? La Russie est-elle le plus fort? C'est possible, mais ce n'est pas complètement sûr non plus. Et je ne suis pas non plus certain que nos dirigeants y voient clair non plus. Est-ce que face à tous ces empires belliqueux, conquérants, l'Europe, certains s'imaginent que l'Europe pourrait à terme, si elle s'organisait mieux, générer un modèle peut-être d'empire fondé sur ces valeurs, sur les valeurs de la démocratie, dans ce contexte? Alors non, mais si on revient sur le thème de la séance qui était l'empire, il y a certains analystes qui considèrent que l'Union européenne, la CE, etc., c'est une forme d'empire, dans le sens où c'est la réunion de plusieurs nationalités, de plusieurs États, 27 aujourd'hui, avec une tentative de structure supranationale. Alors en général, on la compare à un empire qui n'était pas très très puissant, qui était l'empire austro-hongrois. Parce que l'empire austro-hongrois, c'était pareil, il y avait une très grande diversité, il y avait beaucoup de décentralisation, les Hongrois étaient toujours contre, donc ça fait un point commun avec l'Union européenne. Et la difficulté, évidemment, de cette comparaison, c'est que l'Empire austro-hongrois, c'est mal terminé. C'est-à-dire ça finit par exploser. Pour l'instant, l'Union européenne, elle tient, mais incontestablement, elle est face à un choc majeur. Parce que l'Union européenne, si c'est un empire du droit, c'est un empire de la paix, c'est un empire du commerce. Hein, au tout départ, c'est un empire commercial. Et tout d'un coup, l'Union européenne est jetée dans un bain tout nouveau où... on ne fait pas... Où elle se réarme. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est affrontée à de vrais empires, entre guillemets, enfin, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qui, eux, utilisent la force armée. Et donc là, depuis 3 ans, ce qui est quand même frappant, c'est de voir que chez les Européens, il y a quand même une prise de conscience, malgré tout, que la situation ne peut pas tenir. On a des nouveautés qui ne sont pas complètement inintéressantes. C'est que, pour la première fois, vous avez de l'argent européen qui est consacré à l'achat d'armes. Peut-être que demain, on ira plus loin et qu'on va consacrer ces achats à la constitution d'équipements européens. Maintenant, le terme ultime, ça serait que l'Union européenne se constitue comme une puissance militaire. Et si vous voulez, il faut être conscient que derrière, vous savez, tout ce qu'on raconte sur les garanties de sécurité, c'est ça qu'il y a derrière. C'est que, en fait, aujourd'hui, beaucoup de pays européens au sens géographique, parce que je pense surtout à la France et à l'Angleterre, sont en train de se dire, s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, il faut que ce soit nous, Européens, qui déployons des soldats pour garantir ce cessez-le-feu. Avec d'autres, Australiens. Oui, enfin Australiens. Bon, donc en fait, à la fin, ce sera quand même des Européens qui seront les plus nombreux. Si ça se fait, alors effectivement, l'Union européenne, ou les Européens vont changer de dimension parce qu'ils vont être relativement pris au sérieux. Mais pour vous dire la vérité, je pense que la réalité des prix aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas faire un tel déploiement militaire sans l'appui des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui ont des capacités en termes de renseignement, en termes d'équipement, que nous n'avons pas. Donc, est-ce que l'Europe peut s'affirmer? Oui, mais je crois qu'elle est obligée aujourd'hui, et pour un petit moment, de composer avec un allié américain qui n'est pas facile, avec M. Trump, mais je ne vois pas l'Europe s'émanciper complètement de cette tutelle américaine. Myriam Bedrad, dans cet échiquier très instable que vous avez décrit au Moyen-Orient et sans doute ailleurs, comment on peut remettre de ce que vous appelez de la civilisation? Ça paraît bien utopique. Concrètement, comment on peut s'y prendre? Comment on peut donner un coup d'arrêt et reconstruire quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vais en effet poursuivre la présentation que je n'avais pas terminée. Allez-y. Merci de me redonner la parole. Donc, merci. Oui, je n'avais pas terminé. Alors, je voulais dire, j'en reviens à la crise des élites, de la légitimité des élites politiques et de la citoyenneté des États effondrés du Moyen-Orient. J'ai cité l'Irak, la Syrie, évidemment, puisque c'est très important parce que c'est le cœur arabe de ce Moyen-Orient qui s'est effondré. Et ça signifie aussi pourquoi, alors là, si on se déplace sur un terrain plus géographique, ça signifie finalement que ce cœur effondré, et puis aussi ce qu'on appelle la périphérie, va voir d'un bon œil ces poussées impériales, en lien avec tout ce que je viens de décrire, qu'on pourrait finalement qualifié de décivilisation. Alors comme je l'ai dit, le concept de décivilisation, c'est complexe. Est-ce que l'Irak est totalement décivilisé? Actuellement, on voit ce pays se reconstruire, tenter de reconstruire une citoyenneté. Le processus électoral politique n'a jamais cessé. Des élections vont se tenir prochainement. Les Irakiens tentent de redonner du sens à ce destin qui a été totalement brisé. Je pense qu'on aura des dynamiques similaires en Syrie, alors même si les choses sont très compliquées actuellement en Syrie et dans d'autres pays. Mais on a aussi ces périphéries qui se retrouvent dans des situations très complexes,
Alors je prends par exemple le cas du Kurdistan irakien qui, tout en ayant, vous le savez, obtenu son autonomie, se retrouve pris entre deux feux, entre cet État irakien qui se reconstruit au niveau fédéral et puis bien sûr la poussée expansionniste turque qui est en réalité déjà, là, hein, puisqu'on a un conflit politique entre les Kurdes et la Turquie. Mais si vous allez au Kurdistan irakien, le processus d'intégration de la marge de la périphérie par la Turquie est déjà réalisé. Là, je parle du plan économique parce que on est bien sûr aussi dans une situation de grande crise qui va rendre ces acteurs impériaux, ces nouveaux acteurs impériaux légitimes. Je parle le Kurdistan a besoin de la Turquie économiquement et la reconstruction, on parle beaucoup de reconstruction, je voudrais dire un mot de la reconstruction. Le thème de la reconstruction, si on prend le cas de la Syrie aujourd'hui, est un thème qui va légitimer cette poussée impériale, puisqu'on sait aujourd'hui assez clairement que le marché syrien, ce sera surtout un marché pour les entreprises turques. Donc ça légitime ce rétablissement d'un ordre impérial là où il n'y a plus rien, disons les choses. Les Syriens aujourd'hui, ceux qui vivent encore en tout cas en Syrie, au-delà des violences récentes dont vous avez sans doute entendu parler, aspirent à la reconstruction, à un retour à l'ordre. Et il est vrai que le phénomène impérial peut caractériser ce retour à l'ordre, ce rétablissement de hiérarchie, de pratiques qui ont été pulvérisées par la guerre civile, par les guerres civiles. Donc de ce point de vue, ça peut sembler très séduisant, à la fois sur le plan donc économique et politique, et sur le plan de la violence. On recrée finalement une identité impériale là où les identités nationales ont été, elles aussi, cassées par les violences ethniques, qu'elles soient d'ordre ethnique, confessionnel, enfin les violences communautaires au sens large. Ça peut être aussi perçu, bien sûr, comme une ressource. Et puis peut-être un dernier point qui me semble important, ça va finalement aboutir au développement d'un quasi-discours civilisateur de la part de ces nouveaux acteurs impériaux qui viennent reciviliser ce qui a été, encore une fois, brisé et ce qui a sombré dans la barbarie. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver, à la fois qu'on a retrouvé, par exemple, très clairement dans le discours de l'Iran, hein, parce que les mandataires, ce qu'on appelle les mandataires, les groupes armés qui sont affiliés à l'Iran, servaient aussi en quelque sorte d'acteurs de cet ordonnancement impérial, et on pourrait en dire de même des acteurs qui sont liés à la Turquie ou à d'autres puissances. Voilà, donc je pense tout de même qu'il y a derrière ce discours recivilisateur, et je vais finir sur ce point, une forme de promesse de recivilisation qui, alors que tous les autres discours se sont effondrés, parce que vous avez parlé de l'islamisme, l'islamisme ne va pas renaître de ses cendres dans un certain nombre, en tout cas, de régions du Moyen-Orient. En Irak, on ne va pas revoir les djihadistes remporter les succès qui ont été les leurs dans le passé, parce qu'on a un rejet aujourd'hui très important, notamment des nouvelles générations. Le discours nationaliste pan-arabe est aussi très clairement en panne, moribond. Donc cet impérialisme, finalement, ce discours impérial, cette renaissance des empires, elle fait sens là où tous les autres répertoires, je dirais, idéologiques, politiques, sont en crise, voire totalement défaits par le cours de l'histoire. Myriam, Juste une question, Myriam, vous permettez. Quand vous attendez les nouvelles frappes en Iran, et quel sera le résultat d'après vous? Aujourd'hui, je pense que la logique était très clairement de casser cette logique impériale ou cette projection hégémonique qui était celle de l'Iran. En fait, ça ne remonte pas, bien sûr, ça ne remonte pas au 7 octobre et à la guerre de Gaza, puisque ça s'est mis en place. Est-ce que vous attendez de nouvelles frappes dans les jours qui viennent Alors, je ne pense pas quel serait l'objectif de ces frappes. En tout cas, je n'ai jamais cru que ces frappes, l'affaiblissement des capacités militaire et nucléaire de l'Iran culminerait dans un changement de régime, le fameux régime change américain, qui était dans les cartons, hein, qui était quand même là dans une certaine rhétorique néoconservatrice en juin dernier lors de la confrontation plus directe qui a opposé l'Iran à Israël. Mais je ne vois pas pour l'heure de régime change, pour la simple et bonne raison que ça signifierait un engagement américain de nouveau très significatif et que les Américains n'y sont pas prêts. On va passer aux questions venant de la salle. C'est le moment de vos interventions. Si vous souhaitez interroger tel ou tel de nos intervenants sur tel ou tel point,
C'est à vous. Qui se lance? Dites donc. Vous savez tout? Ah si, une question. Oui. Allez-y, présentez-vous éventuellement. Bernard Avadia, Saint-Raphaël. Je vous avoue avoir un peu de mal à comprendre, parce que j'ai été marqué là le retour des empires. Est-ce que vous pensez véritablement que notre CEE puisse devenir un empire? La question se pose vraiment, puisque vous avez, je crois, souligné les uns comme les autres qu'il y a bien un empire qui est l'empire russe qui est en train de se renforcer, de montrer ses muscles. Et on voit en parallèle qu'en réalité, plutôt qu'un empire, ce sont des chefs d'État-nations qui montent au créneau. Et que l'empire de l'Europe, j'en vois pas vraiment la couleur. Alors j'aimerais comprendre comment vous voyez à partir de là les choses évoluer. Pour M. Le Guen. Comme ça. Monsieur Guillaume Le Guen. Non, alors, c'est une très bonne question. En fait, je suis d'accord avec votre analyse. C'est-à-dire que, on l'a dit, les empires, c'est une métaphore en fait d'États-nations qui sont très forts, même si la Russie est un État composite sur le plan multiethnique. Vous avez quand même 80% de Russes, donc c'est quand même l'expression de la puissance russe. Est-ce que la CEE peut devenir, donc l'Union européenne peut devenir un empire? Je pense que c'est... Non, encore une fois, sauf, comme je le faisais tout à l'heure, de manière imagée. Ça ne peut pas être un empire pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est que l'empire, c'est quand même fondé sur un État centralisé fort avec la puissance militaire. Or, aujourd'hui, les Européens ont une coopération très intégrée sur le plan économique. On utilise l'euro, par exemple, et c'est évident que c'est une intégration très forte. Mais il n'y a pas d'armée européenne. Pourquoi? Notamment parce que beaucoup d'États européens considèrent que la partie militaire de la coopération entre les États, c'est pas à l'Union européenne que ça doit se faire, c'est à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique. Et c'est vrai que quand on est en France, on a un peu de difficulté à penser ça parce que comme nous sommes sortis de l'OTAN en 1966, nous y sommes revenus en 2009, mais en fait les Américains ne sont plus sur notre sol. Et que nous avons la bombe atomique, que nous avons une armée relativement forte, etc., on se voit comme relativement autonome des États-Unis. Mais dès qu'on franchit la frontière allemande, qu'on voit les bases américaines qui existent en Allemagne, vous savez, il y a des milliers de soldats américains avec des milliers de familles, etc., on comprend la force même presque physique de ce lien avec les États-Unis. Et donc pour ces Européens-là, la partie militaire, c'est les États-Unis. Donc en fait, s'ils se voient appartenir à un empire, ils ne le disent pas comme ça, mais s'ils se voient appartenir à un empire, ça reste quand même l'empire américain. Est-ce que ça pourrait être autrement? Moi, j'ai des difficultés à le voir parce que pour qu'un empire fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une nationalité dominante. Or, la particularité de l'Europe, c'est qu'on, même si les Allemands, les Français, il y a le couple franco-allemand, je ne vois pas la France obéir à l'Allemagne, ni vice-versa. Une autre question pour M. Filarowski ou Mme Benrad? Allez-y, oui, là-bas. Bonsoir et merci pour l'intervention. Alors, ma question concerne, tout à l'heure, quand vous aviez parlé d'impérialisme américain, où vous aviez expliqué que les Américains étaient intervenus dans des pays et avaient plus dépensé que récupéré de l'argent. Qu'en est-il de tout le soft power américain où, malgré tout, nous, on utilise les technologies américaines, on voit bien au niveau, des sociétés qui se sont installées dans toute l'Europe, ou je prends McDo, par exemple Coca, ou des trucs comme ça. C'est quand même aussi des retours sur... Merci. Myriam Benrad va vous répondre. Myriam. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est vrai que le soft power, le hard power, cette distinction qui avait été établie par Joseph Nye au sortir de la guerre froide, continue d'informer un certain nombre de discussions sur qu'en est-il de l'empire, enfin qu'en est-il de l'influence américaine. Je pense que c'est très contrasté parce qu'on ne peut pas... je vais rester sur le cas du Moyen-Orient, qui est tout de même aussi au cœur de cette question, puisque c'est là que la politique américaine, politique étrangère américaine s'est principalement déployée. Je pense que c'est très contrasté. Que reste-t-il de l'empire américain ou de l'impérialisme américain au Moyen-Orient? Sur la notion du hard power, souvenez-vous, on avait dit que c'était fini, que les États-Unis se retiraient. Alors,
ils se sont désengagés et comme je l'ai dit précédemment, ils ne souhaitent pas se réengager fortement sur le plan militaire. Est-ce que ça suffit la fin du hard power américain? Je ne pense pas. On l'a vu avec évidemment les derniers mois et l'escalade militaire autour de Gaza, et on l'a vu lors de la dernière séquence d'escalade aussi entre Israël et l'Iran. Les Américains sont toujours capables et désireux d'intervenir lorsqu'il le faut sur le plan du hard power. Et sur le plan du soft power, vous avez raison de le dire, on est tout de même sur un Moyen-Orient qui oscille entre, je dirais, son américanisation inéluctable, hein, puisque ça a été un processus similaire à bien d'autres régions dans le monde. Ça remonte même, je dirais, on pourrait parler des années 90, mais enfin on peut aller même au-delà. Il y a eu un processus sur le plan culturel d'américanisation. L'anglais est la langue finalement aujourd'hui la plus parlée avec l'arabe dans cette région. Et puis en même temps, on a aussi bien sûr traditionnellement un fort sentiment anti-américain qui émane de plusieurs marges, de plusieurs groupes, de cette nébuleuse de résistants, entre guillemets, qui, elle non plus, n'est pas nouvelle et qui a décidé d'en découdre avec cet ordre impérial américain en s'alliant à la Russie, en allant courtiser la Chine, en essayant aujourd'hui aussi, si on prend les pays du Golfe, d'avoir une diplomatie multifactorielle, multicarte, multipartenaire. C'est un peu une façon de sortir du précaré américain, mais on est loin de la fin. Voilà, de la fin de l'Empire américain, en tout cas dans cette partie du monde. Une autre question? Oui, madame. Donc bonjour, je m'appelle Manzano Lola. Alors j'aurais une question du coup. Est-ce qu'on parle donc ainsi de retour des empires ou d'une évolution qui va être donc un peu moins, pas impériale je dirais, mais moins brutale comme les années d'auparavant? Merci. Qui veut répondre? Vous savez, je pense que vous avez raison, en réalité. Parce que le retour de l'Empire, c'est pas le retour, et nous sommes d'accord tous dans la réalité. Sur le fond, il faut relativiser les choses. Vous avez bien utilisé le mot métaphore. Il faut parler plutôt de métaphore, mais c'est vrai que le contexte actuel, surtout avec le retour de l'utilisation de la force, tout ça, ça nous rappelle les pratiques de l'Empire d'autrefois, mais ce sera autrement. Vous avez raison, madame. Encore une question? On a encore 5 et 6 minutes. Ah, non? Non. Oui? Sinon, en attendant, j'ai une petite question. Il me semble que... Oui, il y a une question? Il y a une... Oui, allez, après. Bonjour et merci. Adam Kogan, administrateur de l'État au ministère des Armées. J'avais une question sur la vocation de la Russie aujourd'hui dans le contexte géopolitique, notamment au regard des doctrinaires de la Russie. Je pense à Surkov, Karaganov ou Dugin. Est-ce que vous plongez un peu dans ces écritures et dans quelle mesure vous pensez que Poutine est perméable et influencé par ces écritures des éminences grises de la Russie? Vous savez, Dugin ne joue pas un rôle, c'est un scientifique plutôt de tendance conservatrice, il n'a aucune influence au Kremlin. Surkov, il était éliminé, on lui a attribué vous savez, c'était un des conseillers de Poutine, et c'est à lui qu'on a confié la gestion de la crise ukrainienne. Il faut dire que vous compreniez, il porte une responsabilité d'une disparition. Les Américains, ils ont dépensé 5 milliards, dit Madame Nuland, avec beaucoup d'efficacité en Ukraine, et finalement, ils ont plutôt réussi. Poutine, il a donné 17 milliards à Surkov, ils sont disparus. Il est complètement discrédité, il n'a aucune influence de choses. En ce qui concerne Karaganov, c'est quelqu'un qui prône l'utilisation des armes nucléaires au cas de menaces existentielles pour la Russie. Je pense qu'il reflète une pensée réelle
dans l'armée qui domine dans la réalité de pensée réelle. Ce n'est pas du tout les menaces, parce que vous savez, je vais vous dire, Poutine, évidemment, j'ai fait le portrait psychologique multiple, j'ai utilisé beaucoup la bête. Poutine, il est beaucoup pondéré, c'est un ordinateur. Et c'est tout ce qu'on veut, sauf on fout. Il ne va pas transgresser, je suis d'accord avec vous, l'article 5 de l'OTAN. Et il veut éviter l'utilisation des armes nucléaires, d'autant plus qu'il dispose aujourd'hui, avance notamment dans le domaine, il y a une arme assez spécifique qu'on a un tout petit peu étouffée ici, Oreshnik, ça s'appelle, qui est équivalent dans la réalité pour les dégâts des armes nucléaires. Alors, il peut passer pour les étapes. Mais Karaganov, il dit que l'Occident, surtout l'élite occidentale, vit aujourd'hui dans le sens... ils n'ont plus de précautions. Et dans le cas de l'absence de précautions de la part de cette élite, il faut carrément changer la doctrine nucléaire et prévoir l'utilisation des armes nucléaires tactiques, là où les Russes sont supérieurs. Poutine écoute Karaganov, d'après mes informations, mais évidemment, il n'est pas aussi radical que lui. Et quand il parle d'immortalité, Poutine, non, mais c'est un ordinateur ou c'est un peu ou c'est de la com? C'est un truc pittoresque qu'ils ont mentionné. Vous savez, je vais vous dire, il ne faut pas... Franchement, je suis un poutinologue patenté. J'ai fait 6 livres traduits dans le 28 pays. Vous comprenez, il faut éviter les trucs propagandistes. Poutine, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Ce n'est pas Amin Dada, ce n'est pas un Coréen, c'est un ordinateur. Ils ont mentionné que ça dans les conversations avec un Chinois, mais on a fait autour de ça tout un pataquès pour juste dire que pour Poutine, c'est complètement dingue. C'est un peu dingue. Oui. Dernière question. C'est pas vrai. Une ultime question, 2 minutes. Oui, monsieur. Pour qui la question? Allez-y. Imaginons que Poutine meurt. Le nombre de personnes qui continueraient comme lui. Vous savez, ce sera beaucoup plus radical que Poutine. L'alternative à Poutine aujourd'hui, ce n'est pas du tout les gens de mon époque. J'étais cofondateur d'un premier parti démocratique là-bas à l'époque. C'est les gens qui sont complètement marginalisés. Ils n'ont pas ni leader ni le programme. Disons les gens pro-occidentaux. Mais en revanche, les gens qui sont le vent en poupe, et ça reflète un facteur nouveau dans la réalité, dans la politique russe, qui remonte au XVIIIe siècle, que je décris dans le D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, quand l'armée joue un rôle principal. L'air du temps, l'alternative à Poutine, c'est les gens beaucoup plus radicaux que lui. Merci à tous les trois pour cette conversation, cet échange.